La remise des diplômes aurait dû être le moment où tout prendrait enfin son sens. La preuve que toutes ces heures non rémunérées, ces nuits blanches et ces sacrifices silencieux m'avaient assuré un avenir dans l'entreprise familiale. Au lieu de cela, 3 jours après avoir reçu mon diplôme, j'ai ouvert un mince dossier dans le bureau de mon père et j'ai compris que mon avenir avait déjà été bradé. Ni à un acheteur, ni à un associé, mais à ma sœur. Lorsque j'ai confronté mes parents, mon père a détourné le regard. Ma mère, elle, ne l'a pas fait. Elle m'a regardé avec le même calme qu'elle arborait lorsqu'elle prenait des décisions cruciales et m'a dit « Harper, tu n'es doué que de tes mains, pas de ta tête. » Cette phrase a effacé des années de loyauté en un instant. Alors j'ai cessé de travailler 60 semaines sans salaire. J'ai cessé de résoudre les problèmes que personne d'autre ne parvenait à résoudre. Et lorsque mon père a finalement appelé, la voix tremblante, pour me demander de sauver notre plus gros client, j'ai compris la vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Il ne cédait pas l'entreprise à ma sœur. Il la cédait parce qu'il pensait que je resterais toujours silencieuse. Je m'appelle Harper Collins, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté était une qualité qui se méritait. J'ai grandi dans l'atelier familial. Non pas comme une simple visiteuse, ni comme une enfant qui passait après l'école pour s'amuser, mais comme une partie intégrante des machines. Le bruit du métal qui grince et le vrombissement des moteurs m'étaient plus familiers que la musique. L'odeur d'huile s'imprégnait si profondément dans mes vêtements que, même après lavage, elle me suivait en classe, puis dans les dortoirs. Tandis que les autres enfants parlaient de week-end et de vacances, j'apprenais à repérer les petits problèmes avant qu'ils ne coûtent cher. J'ai appris à me taire et à garder mes mains occupées. À 16 ans, je connaissais le fonctionnement de l'atelier mieux que la plupart des adultes du service. Les employés venaient me voir quand les machines s'arrêtaient ou qu'une commande était erronée. Même avec mon père à 3 mètres de distance, je ne me suis jamais posé de questions. J'y voyais un signe qu'on avait besoin de moi, que j'avais de l'importance. Mon père, Richard Collins, aimait parler d'héritage. Il employait souvent ce mot comme une promesse, un legs, une famille, un sacrifice. Il parlait souvent de la chance que nous avions d'avoir notre propre affaire, quelque chose que nous avions bâti de nos propres mains. Quand il s'adressait aux clients, sa voix était assurée et confiante. Quand il me parlait, c'était généralement pour parler de ce qui restait à faire. Ma mère, Hélène, était différente. Le magasin en lui-même ne l'intéressait pas tant que ça. Ce qui comptait pour elle, c'était son apparence extérieure, des lignes épurées, une image de marque forte, les bonnes personnes qui voyaient la bonne image de notre famille. Elle pensait que le succès était fragile et qu'il fallait le gérer avec précaution. Avec elle, rien n'était jamais dit ouvertement. Les attentes planaient, tacites mais pesantes, et j'ai vite compris que la décevoir, c'était devenir invisible. Il y avait aussi ma petite sœur, Madison. Madison n'a jamais eu la même place que moi dans le magasin. Elle y circulait comme une invitée. Ses chaussures étaient impeccables, sans jamais prendre la poussière. Ses mains étaient toujours douces, toujours vides. Quand des clients venaient me voir, elle arrivait sans effort, souriait au bon moment, riait à la bonne blague. Elle savait se donner de l'importance sans jamais se salir. Mes parents la regardaient différemment, avec fierté et espoir. Quand ils me regardaient, il n'y avait aucune attente, juste des suppositions. C'était moi qui restais tard. C'était moi qui gérais tout. C'était moi qui n'avais pas besoin qu'on me le demande. Les week-ends n'étaient pas des jours de repos. C'étaient des journées de travail plus longues. Les étés n'étaient pas des vacances. C'était la preuve que j'apprenais à prendre mes responsabilités. Quand je posais des questions sur le salaire, on balayait la question d'un revers de main. C'est pour la famille. Ça te reviendra. Tu es en train de construire quelque chose. Alors je suis resté. Je travaillais 60 heures par semaine tout en suivant mes cours. Je manquais les sorties. Je me disais que le repos était pour ceux qui ne s'investissaient pas autant que moi. À chaque succès d'un projet, mes parents félicitaient l'entreprise. Quand quelque chose tournait mal, c'était discrètement à moi de le régler. Madison, pendant ce temps-là, était présentée aux clients comme l'avenir. Elle assistait à des réunions auxquelles je n'étais pas invité. Elle parlait avec un vocabulaire recherché que je reconnaissais de ma mère. Personne ne m'a jamais dit que je n'avais pas ma place. On ne me l'a tout simplement jamais demandé. Pourtant, j'y croyais. Je croyais qu'une fois diplômée, une fois de retour avec un diplôme en poche, les choses changeraient. J'imaginais être perçue non seulement comme utile, mais comme compétente. J'imaginais être assise à la table au lieu d'être debout derrière. J'imaginais que toutes ces années de persévérance silencieuse avaient enfin un sens. Je ne réalisais pas que dans ma famille, mon rôle était déjà tracé et que faire mes preuves n'y changerait rien. Pendant longtemps, ce diplôme a été ma seule force. Dès que la fatigue me gagnait, dès que mes mains me faisaient tellement mal que je devais rester assise quelques minutes dans ma camionnette avant de rentrer chez moi, je me disais que c'était passager. Il fallait que je tienne le coup.
Que je termine mes études. Une fois diplômée, une fois de retour avec un document officiel en main, les choses seraient différentes. Elles le devraient. Je n'étudiais pas seulement pour réussir. J'étudiais pour réparer ce que j'avais vu se dégrader en silence pendant des années. J'apprenais les systèmes, la logistique, la planification, le genre de structure qui empêche les entreprises de s'effondrer sous la pression. En classe, je ne cessais de penser à notre atelier. À tout ce temps perdu à résoudre sans cesse les mêmes problèmes. À tous ces retards qu'on aurait pu éviter si quelqu'un avait pris la peine de prendre du recul et d'avoir une vision d'ensemble. J'écrivais des dissertations qui auraient tout aussi bien pu être les plans de l'avenir de notre entreprise. Le jour de la remise des diplômes, mes parents étaient assis au premier rang. Mon père a applaudi chaleureusement quand mon nom a été prononcé. Ma mère a souri pour la photo. Madison m'a serré dans ses bras ensuite et m'a dit qu'elle était fière de moi, son téléphone déjà pointé vers une photo. Je me suis dit que ce moment avait une signification particulière. 3 jours plus tard, j'étais de retour à l'atelier. Même étage, même bruit, mêmes attentes. Aucune réunion n'était prévue. Aucune conversation n'a eu lieu. On ne m'a pas demandé ce que j'avais appris ni ce que nous pourrions améliorer. J'ai enfilé mon tablier comme d'habitude et je suis allé travailler, attendant mon service qui n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, la charge de travail a augmenté. Les projets se sont accumulés. Les délais se sont resserrés. Les semaines de 60 heures sont revenues comme si de rien n'était. Le salaire arrivait toujours en retard. Quand j'ai proposé des idées, j'ai d'abord apporté de petites modifications. Soucieux de ne pas paraître arrogant, papa a acquiescé et a dit qu'on y réfléchirait. Maman m'a rappelé que le changement prend du temps. Madison, de son côté, a commencé à être plus présente. Elle ne restait pas longtemps. Elle ne travaillait pas en magasin. Elle arrivait à midi, souriait aux clients, prenait des photos des produits finis et repartait. Plus tard, je voyais ses photos en ligne, accompagnées de légendes célébrant sa vision et son leadership. Mes parents les partageaient toutes. J'ai vraiment pris conscience de la situation lors d'un problème client que je résolvais tard un soir. Une livraison avait mal tourné et je suis resté éveillé jusqu'à presque minuit pour y remédier. Le lendemain matin, papa a remercié Madison devant toute l'équipe d'avoir si bien géré la situation. Je ne l'ai pas contredit. Je me suis dit que c'était une erreur. Je me suis dit que la reconnaissance n'était pas importante. Je me suis dit d'être patiente, mais la patience commençait à me paraître moins une vertu qu'un piège. Les réunions ont commencé à se tenir sans moi. Rien de dramatique, juste des conversations qui s'interrompaient dès que j'entrais. Des décisions déjà prises quand j'en avais connaissance. Les emails dont je recevais auparavant une copie arrivaient après coup, quand ils arrivaient. Le nom de Madison commençait à apparaître plus souvent, là où le mien n'avait jamais figuré. Je le sentais avant même de le comprendre. Quelque chose changeait discrètement, délibérément, et j'étais au cœur de tout ça, toujours à travailler, toujours à marcher, toujours à attendre, tandis que l'avenir que je pensais mériter se construisait sans moi. Au début, je me suis dit que je l'imaginais. Que peut-être l'épuisement me rendait sensible. Que peut-être c'était ça, grandir. Plus de responsabilités, moins de sécurité. Je me répétais que les familles ne complotaient pas contre les leurs. Qu'elles ne se débarrassaient pas discrètement de quelqu'un après lui avoir tout pris. Mais les signes s'accumulaient. Les conversations étaient coupées net quand j'entrais dans une pièce, puis reprenaient à huis clos. Les appels des fournisseurs qui m'arrivaient directement étaient soudainement redirigés vers le bureau. Les courriels des clients restaient sans réponse jusqu'à ce que Madison réponde par des messages soigneusement formulés, impressionnants en apparence mais vides de sens. Lorsque des problèmes survenaient, il finissait toujours par me parvenir, mais sans accuser de réception, sans aucune explication. J'ai commencé à remarquer que mon nom était rarement mentionné. Au début, c'était des détails. Des invitations de calendrier qui n'arrivaient jamais. Des discussions stratégiques dont j'entendais parler après que les décisions aient été prises. Des fichiers autrefois partagés ouvertement étaient désormais étiquetés « internes ». Personne ne m'a dit que j'étais exclu. On ne jugeait tout simplement plus nécessaire de m'inclure. La nuit où tout s'est éclairé, l'atelier était inhabituellement calme. La plupart des employés étaient partis plus tôt après une grosse livraison, et le bourdonnement des machines résonnait davantage dans l'espace vide. Mon père m'avait demandé d'aller chercher des documents d'assurance avant mon départ, une tâche que j'avais effectuée des centaines de fois par habitude. Je savais exactement où il les rangeait. En ouvrant le classeur, quelques dossiers en sont sortis. L'un d'eux s'est arrêté à mi-chemin. Une étiquette dactylographiée, nette et précise, a attiré mon attention. Planification interne. Je me suis interdit de regarder. Je suis resté là un long moment, la main posée sur le bord du tiroir, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas fouillé. Je me suis raisonné. On m'avait déjà confié tout le reste. Quoi que ce soit,
Ça ne devait pas avoir grande importance. Je l'ai ouvert quand même. Au début, les mots se sont brouillés. Mes yeux ont parcouru la page, sans comprendre. Comme lorsqu'on lit quelque chose qu'on n'est pas émotionnellement prêt à assimiler. Puis certaines phrases ont commencé à se détacher. Structure de propriété. Calendrier de transition. Réorganisation du leadership. Le nom de Madison revenait sans cesse. Le mien est apparu une fois, dans une section intitulée « Démanteler le rôle de soutien ». Je l'ai relu, plus lentement cette fois, espérant avoir mal compris. Je ne m'étais pas trompé. Ce n'était pas un brouillon. Ce n'était pas une simple possibilité. C'était un plan détaillé et intentionnel, déjà en marche. Des dates, des responsabilités, un avenir soigneusement tracé, avec moi exactement là où on me voulait, utile, discrète et temporaire. L'atmosphère dans la pièce sembla plus lourde. Les lumières bourdonnaient au-dessus de moi, soudain assourdissantes. J'ai refermé le dossier et l'ai remis à sa place, les mains tremblantes malgré mes efforts pour rester calme. C'est alors que la vérité m'a frappé de plein fouet. Je n'avais pas été oublié. Je n'avais pas été sous-estimé par erreur. J'avais été effacé délibérément. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et suis resté éveillé, fixant le plafond, repassant en boucle toutes mes conversations avec mes parents. Chaque fois qu'ils me disaient d'être patiente. Chaque fois qu'ils me demandaient de les aider encore un peu. C'était trop évident pour l'ignorer. Au matin, quelque chose avait changé en moi. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus sourd. De plus lourd. La conviction qu'à force de travail, je finirais par être élu avait disparu. Le lendemain matin, je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Le même jean, les mêmes bottes, les mêmes hochements de tête silencieux à mes collègues en traversant l'étage. De l'extérieur, j'étais exactement la même. Mais intérieurement, quelque chose de fondamental avait changé. L'espoir qui m'avait animé pendant des années, la conviction que la persévérance finirait par être récompensée, avait disparu. Et sans lui, tout me paraissait différent. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas élevé la voix ni formulé d'exigence. J'ai simplement cessé de porter ce qui n'avait jamais été le mien. À la fin de la journée, je rangeais mon poste de travail, éteignais la lumière au-dessus de mon bureau et partais. Pas de procrastination, pas de consultation de mes emails sur le chemin du retour. Si un problème survenait après la fermeture, je le notais et le gardais pour le lendemain matin. Si une livraison était en retard, je transmettais l'information au lieu de réorganiser tout mon emploi du temps pour régler le problème moi-même. Je n'ai rien saboté. J'ai suivi les règles à la lettre. Au début, personne ne s'en est aperçu. Les systèmes que j'avais mis en place au fil des ans ne se sont pas effondrés immédiatement. Ils ont résisté. Ils ont absorbé la charge comme toujours, car je les avais conçus ainsi. Mais sans mon intervention constante pour peaufiner les détails, de petites inefficacités ont commencé à apparaître. Un fournisseur a appelé pour demander des précisions sur des spécifications dont je m'occupais habituellement. J'ai transféré l'appel au bureau. Un client m'a envoyé un courriel tard dans la nuit avec des questions techniques. Le lendemain matin, j'ai répondu poliment et j'ai mis le client en relation avec le responsable au lieu de répondre directement. Les réunions s'éternisaient. Les décisions stagnaient. J'assistais, impuissant, à la transformation de problèmes que je résolvais en quelques minutes en discussions interminables. C'était pénible à vivre. Il s'agissait de personnes que je respectais, des collaborateurs qui avaient travaillé à mes côtés pendant des années. La culpabilité s'insinuait dans les moments de silence, me tentant de reprendre mon ancien rôle pour arranger les choses avant que quiconque n'en subisse les conséquences. Mais je me suis rappelé le dossier, le plan, le fait que le système avait été conçu pour fonctionner grâce à mon silence. Si je continuais à minimiser les conséquences, rien ne changerait jamais. À l'extérieur de l'atelier, un événement inattendu s'est produit. Un fournisseur avec lequel je travaillais depuis des années m'a pris à part lors d'un enlèvement habituel. « Comptez-vous toujours rester à long terme ?» m'a-t-il demandé nonchalamment. Devant mon hésitation, il a hoché la tête comme s'il connaissait déjà la réponse. « Quoi que vous fassiez, » a-t-il dit. « Vous êtes bon. » Les gens le remarquent. Quelques jours plus tard, un client m'a envoyé un courriel privé pour me remercier d'un projet récent et me demander si j'envisagerais un jour de travailler à mon compte. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas encore prêt. Mais pour la première fois depuis l'obtention de mon diplôme, je me suis autorisé à envisager la possibilité que mon avenir ne se déroule pas forcément dans un endroit qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Et juste au moment où cette pensée s'est installée, mon téléphone a sonné. Le nom de mon père s'est affiché. Mon père ne m'appelait généralement pas directement pendant les heures de travail, alors quand son nom est apparu sur mon écran, j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Harper » a-t-il dit dès que j'ai décroché.
Sa voix était tendue, maîtrisait mes empreintes de tension. On a un problème. Je me suis appuyé contre mon camion, moteur éteint, et j'ai regardé la poussière s'infiltrer par les portes ouvertes de l'atelier. Pendant des années, ce bruit, le bourdonnement des machines, le grincement des outils, avait été comme un retour à la maison. Quel genre de problème? Ai-je demandé. Notre plus gros client a des inquiétudes, a-t-il dit. Il pose des questions techniques, des choses que seul d'entre nous traite habituellement. J'ai attendu. Ils ont demandé spécifiquement pour vous, ajouta-t-il doucement. Pendant un instant, je suis restée silencieuse. Je ne cherchais pas à insister. J'ai écouté sa voix changer lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Il a tenté de dissimuler sa panique, mais en vain. J'ai tout noté, ai-je fini par dire. Tout est dans le système partagé. Il y a eu un silence, puis un soupir. Ils ne veulent pas de documents, a dit papa. Ils veulent des assurances. Des assurances. Ce mot m'a presque fait rire. Je te rappelle, ai-je dit, raccrochant avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Ce soir-là, c'était notre dîner familial habituel. La même maison où j'ai grandi. La même table, lustrée jusqu'à refléter la douce lumière des plafonniers. D'habitude, j'arrivais en avance pour aider. Ce soir-là, je suis arrivé pile à l'heure. Ma mère, Hélène, était en train de mettre le couvert quand je suis entré. Elle a levé les yeux, a esquissé un sourire, puis les a baissés, redressant une serviette qui n'en avait pas besoin. Ma sœur Madison est arrivée ensuite, parfaitement calme, le téléphone déjà à la main. Papa a suivi, portant une bouteille de vin comme si de rien n'était. Nous nous sommes assis. On Bavardate. Madison mentionna un article récent qui avait bien marché. Maman approuva d'un signe de tête. Papa commenta Mateo. Tout semblait répété, comme une scène qu'ils avaient répétée sans moi. Je fouillai dans mon sac et déposai un fin dossier au milieu de la table. Personne n'y toucha. Qu'est-ce que c'est? Demanda papa. Vous savez ce que c'est, répondis-je. Maman resta silencieuse. Le regard de Madison glissa vers le dossier, puis retourna à son téléphone. Je l'ouvris à la page que je connaissais par cœur et le leur tendis. Je suis tombé dessus par hasard, dis-je calmement. Mais ça explique beaucoup de choses. Papa esi pencha et lut. Samaquar esi crispa. Maman ne regarda pas la page. Elle me regarda. C'est un plan d'affaires, dit-elle calmement. Tu ne devrais pas encore le voir. Quand même, répétai-je. Donc, à un moment donné, vous aviez prévu de m'annoncer que j'allais prendre ma retraite. Madison leva enfin les yeux. Tu exagères, dit-elle d'un ton léger, presque ennuyé. C'est juste une question de structure. Une structure qui te donne tout, dis-je en me tournant vers elle. Et qui ne me donne rien. Papa ouvrit la bouche, puis la referma. Maman soupira lourdement, déçue par l'exercice. Harper, dit-elle. Tu as toujours été habile de tes mains. C'est ta force. Mais diriger exige un autre genre d'esprit. Voilà. La phrase que j'avais entendue par bribes toute ma vie, enfin prononcée sans broncher. Tu veux dire que je suis utile, dis-je lentement. Mais, pas digne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mon père me coupa la parole. C'est exactement ce que tu as dit, répliquai-je. Juste étalé sur des années. Un silence s'installa à table. Puis le téléphone de papa vibra. Il regarda l'écran, fronça les sourcils et se leva. Je dois répondre. Il s'écarta, sa voix baissant lorsqu'il répondit. Je vis ses épaules se tendre, je vis son visage se décomposer. À son retour, la bouteille de vin oubliée sur le comptoir, son expression avait changé. C'est le client, dit-il. Ils ne se sentent pas à l'aise pour continuer, renifla Madison. Il bluffe. Pas du tout, siffla mon père avant de s'arrêter. Il se tourna vers moi. Il te demande. Ils ont dit que si tu n'étais pas impliqué, ils reconsidéreraient leur décision. Je croisai son regard. Je t'ai dit que tout ce dont tu as besoin est documenté. Ils ne veulent pas de documents, dit-il. Ils veulent la personne en qui ils ont confiance. Ma mère nous regarda tour à tour, la confusion traversant son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dis-je doucement, que la relation était avec moi. Pas la marque, pas l'image. Moi. Madison éclata d'un rire sec et incrédule. C'est ridicule. Ils travaillent avec ceux qui tiennent leurs promesses, répliquai-je. Ceux qui répondent au téléphone la nuit. Ceux qui règlent les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mon père assis fraudé le front. Harper, nous avons besoin que tu interviennes, juste cette fois. L'ernie m'y fait presque sourire. Après avoir réglé le problème, j'ai demandé. Devrais-je être de nouveau mise à l'écart? On peut revoir la situation, disait-il chaque semaine. Ma mère s'est penchée en avant. Tu es égoïste. Ça nous concerne tous. Non,
ai-je répondu calmement. Ça affecte le système que tu as mis en place. Nouvelle vibration. Mon père a vérifié son téléphone. Sa main tremblait. Il se retire, lui a-t-il dit. Immédiatement. Madison s'est levé. C'est impossible. Ils ont envoyé un message, a-t-il répondu. Ils sont prêts. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Mon père m'a regardé comme s'il me voyait clairement pour la première fois, et bien trop tard. Tu aurais pu empêcher ça, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Non, ai-je répondu. Je ne pouvais pas. Plus maintenant. Le silence qui a suivi n'était pas assourdissant. Il était définitif. Je ne suis pas sorti de la maison en colère. Cela m'a même surprise. J'ai ramassé le dossier, l'ai remis dans mon sac et me suis levé lentement. Mon père tendit la main comme pour m'arrêter, puis hésita, sa main planant dans le vide avant de retomber le long de son corps. Personne ne me suivit jusqu'à la porte. Personne ne s'excusa. Personne ne tenta de s'expliquer. Ce silence en disait long. Le lendemain matin, je ne me présentai pas à l'atelier. Au lieu de cela, je m'assis à la table de ma cuisine avec un carnet, et je notais toutes les responsabilités que j'avais assumées en silence au fil des ans. Relations clients, supervision technique, intervention d'urgence, dépannage en dehors des heures de travail. La liste était plus longue que prévu. La voir couchée sur le papier me serra la poitrine, non pas de fierté, mais de lucidité. À midi, mon téléphone se mit à sonner. D'abord mon père, puis ma mère, puis Madison. Je laissai chaque appel aboutir sur la messagerie vocale. Quand je répondis enfin, ce ne fut pas sous le coup de l'émotion, mais avec méthode. J'envoyai un court courriel, professionnel et calme. J'expliquai que la décision prendrait effet immédiatement. Je n'offrirais plus de travail non rémunéré, de conseils informels ni d'assistance d'urgence. Toute implication future nécessiterait un accord écrit précisant la rémunération, les pouvoirs et les responsabilités. Rien de dramatique, rien de menaçant, juste des limites. Ma mère a répondu la première. Elle m'a dit que j'étais froide, que je détruisais ma famille, que je privilégiais l'argent à la loyauté. Je n'ai pas discuté. J'ai transmis sa réponse à mon avocat. Car c'était la vérité que j'avais évitée pendant des années. La loyauté sans protection n'est pas de l'amour, c'est de la vulnérabilité. Et j'étais vulnérable depuis longtemps. Les jours suivants, les conséquences se sont propagées. Les fournisseurs ont commencé à demander des confirmations que personne ne pouvait fournir. Les clients demandaient des réunions sans cesse reportées. Les courriels internes sont devenus plus longs, plus frénétiques. Le système que j'avais discrètement soutenu ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'est enrayé, a peiné, et a commencé à révéler sa dépendance envers une personne qu'il refusait de reconnaître. Mon père a rappelé, cette fois plus calme, plus posé. Parlons-en, a-t-il dit. On peut trouver une solution. On peut, ai-je acquiescé par l'intermédiaire des avocats. La conversation s'est arrêtée là. J'avais documenté tout ce à quoi je m'étais déjà engagé, clairement, soigneusement et de manière responsable. Je n'ai pas laissé le chaos derrière moi. J'ai laissé la clarté. Et une fois la passation de pouvoir terminée, je suis parti sans claquer de porte ni rompre les ponts, juste en fermant une. Pour la première fois depuis l'obtention de mon diplôme, mes journées étaient calmes, d'abord déstabilisantes, puis paisibles. Je dormais d'une traite. Je prenais mes repas sans consulter mon téléphone. Je sentais mes épaules se détendre, la tension se dissiper peu à peu d'un corps préparé depuis des années. Je n'ai rien gagné de ma famille, mais j'ai récupéré quelque chose de bien plus précieux. Mon temps, ma liberté et le droit de décider de ce que je donnerais ou non gratuitement. Ce silence n'a pas duré. Environ une semaine après mon départ définitif, j'ai reçu un courriel d'une personne dont le nom m'était familier, mais à qui je n'avais jamais parlé en dehors du travail. Laura Bennett, une personne avec qui j'avais uniquement collaboré professionnellement, qui avait observé ma façon de gérer les problèmes sans jamais en connaître toute l'histoire. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma famille. Elle ne m'a pas interrogé sur les conséquences. Elle a simplement demandé si j'étais disponible. Nous nous sommes rencontrés pour un café un mardi matin. Pas de bruit d'atelier, pas de précipitation, aucune attente de ma part quant à ma loyauté avant d'être prise au sérieux. Elle m'a écouté expliquer mon travail, ma façon de penser, mon approche des systèmes déjà sous tension. Quand j'eus terminé, elle hocha la tête une fois et dit quelque chose de si simple que j'en fus presque surprise. C'est exactement ce qu'il nous faut. Les conditions étaient claires, un salaire équitable, une autorité clairement définie, des limites réelles, pas d'urgence de dernière minute déguisée en faveur, pas de vagues promesses d'un jour. Tout était écrit. Tout était respecté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de maîtriser mon emploi du temps. Je ne me réveillais plus avec la peur au ventre. Je ne culpabilisais plus de finir mon travail à l'heure.
J'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarquées depuis des années. Le calme des matins, le meilleur goût des aliments savourés lentement, les bienfaits d'un corps qui n'était plus constamment en alerte. Mon téléphone sonnait moins souvent. Quand il sonnait, je choisissais de répondre ou non. Mes parents continuaient de me contacter, leurs messages tournant autour de la vérité sans jamais l'aborder. Mon père parlait de regrets sans les nommer. Ma mère parlait de famille sans reconnaître les dégâts. Madison publiait des légendes plus assurées que jamais, des photos soignées, mais quelque chose en elle semblait plus superficielle. Une affirmation bruyante, comme si elle se l'était elle-même. Je n'ai pas répondu, non par méchanceté, mais par lucidité. J'ai compris que je n'avais pas besoin de leur approbation pour confirmer ce que je savais déjà. J'avais bâti ma valeur en silence pendant des années. J'avais survécu à l'indifférence, à la minimisation, à la dévalorisation. Et maintenant, j'étais enfin à un point où rien de tout cela ne me définissait. Je ne recommençais pas à zéro. Je recommençais librement. Avant, je pensais qu'être indispensable était synonyme de valeur. Que si je travaillais plus dur, si je restais plus longtemps, si je faisais plus de sacrifices, quelqu'un finirait par me regarder et dire « Tu as ta place ici ». J'avais bâti toute mon estime de moi sur cette idée, même si elle continuait de me coûter sommeil, paix et dignité. Partir m'a forcé à voir la vérité. Je ne suis pas parti par faiblesse. Je suis parti parce que j'ai enfin compris ma valeur. Ma famille ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Ils se sont adaptés lentement, douloureusement, d'une manière dont je ne me sentais plus responsable. Parfois, la culpabilité tentait de revenir, mais elle ne persistait pas. Je me répétais que me protéger n'était pas une trahison. C'était survivre. Et survivre, j'ai appris, peut être silencieux. Pas de cress, pas de vengeance. Juste la décision ferme de ne plus se donner à ceux qui confondent accès et droit. Aujourd'hui, mon travail est respecté, mon temps est protégé et mon avenir ne dépend plus du choix de quiconque. Si cette histoire vous semble familière, si l'on vous a déjà dit que vous étiez utile mais pas digne, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour quitter un endroit qui continue de vous faire souffrir. Vous n'avez aucune obligation de loyauté envers un système bâti sur votre silence. Parfois, le plus courageux est de partir. C'est se choisir soi-même et avancer sans se retourner.